langage corporel, c'est plus important que le langage verbal. Si je te demande pour sortir d'ici par où il faut que je passe, et puis tu me dis, tu prends à droite, en montrant la main gauche, je vais aller du côté de la main et pas du côté du discours. C'est clair. Donc, le langage corporel, on en est pénétré, on y croit vraiment, mais on n'a pas conscience des messages qu'il envoie aussi clairement qu'on devrait l'avoir, et ce qui fait que dans plein d'interactions, ça s'arrête parce qu'on n'a pas compris l'autre, quoi. Et si on pouvait, simplement en regardant la posture de l'autre, comment il bouge, comprendre ce qu'il pense vraiment, quelles sont ses intentions, eh bien voilà ce à quoi travaille l'invité de cet épisode, Philippe Turchet. Ça fait 40 ans qu'il essaye de comprendre, mais quand on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut comprendre nos gestes? Comment on peut apprendre à les lire? Et comment on peut ainsi établir des relations plus justes avec les autres? Vous allez voir, c'est sur Dialogue et c'est passionnant. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Alors là, je suis quand même assez ému de te rencontrer, parce que c'est la première fois qu'on se voit, mais ton travail, je le suis depuis plus de 20 ans, puisque dans mon travail d'éditeur, chez Pocket, j'avais publié la première version de ton livre sur la synergologie. On va expliquer ce que c'est après. Il y a déjà une vingtaine d'années, et je te vois continuer à avancer, travailler, pour essayer de comprendre comment décoder les gestes corporels que nous faisons. Alors, c'est vraiment comment le moindre geste, voilà, je me gratte, je fais ça, pardon pour monsieur micro, et donc tout ça a un sens qu'on peut comprendre, et que c'est un continent complètement oublié, qui pourrait complètement changer nos relations avec les autres. Oui. Donc c'est comment tu en es venu à t'intéresser à ça? C'est ça, là on va revenir quasiment 40 ans en arrière. Je suis en thèse de sciences politiques, en doctorat. Je fais ma thèse, et j'ai décidé de faire ma thèse sur la rationalité du comportement. Donc, essayer de comprendre ce qui construit la rationalité. Et puis à l'époque, il y a des tas d'auteurs qui travaillent dans des champs connexes, qui parlent du langage du corps, en disant, je pense à Goffman, je pense en sociologie politique, et je tombe sur les ethnopsychiatres. Les ethnopsychiatres qui vont, Ronald Lang, cette école-là, qui vont nous expliquer que quand on communique bien sûr avec les mots, et je suis là, moi, en sciences politiques, avec les mots, la rationalité du discours. Là. Mais à côté de ça, quand le corps contredit les mots, eh bien, ça peut être perturbant, et particulièrement pour les enfants, par exemple. Ah oui, donc c'est vrai, on peut rappeler, donc Lang remarque que les enfants vivent une forme de traumatisme quand leur mère dit qu'elle les aime, mais que corporellement et visuellement, l'enfant sent très bien du rejet, de la haine, et qu'il y a un décalage très fort entre ce qui est dit et ce qu'on perçoit et ce qu'on sent. Donc c'est ça. Et on peut même prendre un exemple. Oui. Je pense que c'est un exemple qui est pris par Batson, mais Batson montre une mère, en fait, disant à son enfant, viens dans mes bras, mon chéri. Viens dans mes bras, mon chéri. En se reculant et en fermant les bras. Et ça, c'est perturbant pour un enfant. Ça ne sera pas perturbant pour un adulte. Pour un adulte, c'est frustrant. Parce qu'on sent qu'il y a deux messages. Pas pour un enfant. Parce que il n'y a qu'un seul message, et maman, elle n'emploie pas un double discours. Il faut déjà être ado, d'être un peu plus vieux, en tout cas pré-ado, pour comprendre ça, pour le comprendre bien. Donc il perd un peu la boule, en gros. Il comprend pas, et ça peut être perturbant, et psychologiquement perturbant, et ça peut même être après psychiatriquement perturbant. Il faut d'autres choses. Bien sûr, on ne va pas angoisser tous les parents qui ont fait ça, mais ça peut participer d'une incapacité de comprendre l'autre et créer une forme de panique. Donc c'est comme ça que tu as commencé à t'intéresser à cette question. Au langage corporel. Et puis je me suis dit, bien là, moi, pour arriver à comprendre les choses, il me faut une grille un peu de ce qui se passe, une grille de nos comportements corporels, de nos micro-mouvements corporels. Et puis j'ai cherché, et puis je me suis aperçu qu'il n'existait rien dans la littérature. Curieusement, alors il existait des bibles de manière de se comporter et de communiquer avec l'autre, mais il n'y avait pas de texte qui donne de lexique corporel, en fait. Comme si cette grammaire corporelle, c'était pas possible, qu'on puisse pas fabriquer une grammaire corporelle. Donc, et moi, je me suis attelé à cette tâche-là, mais il a fallu que je change de parcours, parce que là,
on rentrait dans le langage, dans les sciences du langage, on rentrait ailleurs, quoi. Attends, alors personne ne s'était occupé dans Oui. toute l'histoire Dans de qu'est-ce que ça oui. veut dire que, par exemple, une Oui. micro-démangeaison qui Oui. a une signification. On va montrer après quelques exemples d'hommes politiques et de gens dont on va voir des micro-expressions et tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Mais en fait, personne s'était intéressé à ça. C'est quand même tout à Non, fait étrange. non, c'est ça. Et je pense qu'il faut revenir vraiment au berceau de la réflexion et carrément au berceau de l'humanité qui formule des textes, quoi. Et on s'aperçoit qu'à 2500 ans avant notre ère, 5 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, en fait, il y a 3 manières de comprendre le langage corporel. Donc, il y a une veine ésotérique qui nous vient des Sumériens, et puis qui traverse jusqu'à Homère. Et là, on va voir, par exemple, Pénélope qui éternue, et ce sont les dieux qui lui parlent. Donc là, les dieux parlent aux êtres humains à travers le corps. C'est la veine ésotérique qu'on va laisser de côté parce que ce n'est pas celle qui nous intéresse. Et puis, il y en a 2 autres. Les 2 autres, il y a la veine médicale. Donc, c'est la symptomatologie médicale. Et là, cette veine-là, elle existe encore. Il y a une sémiologie médicale. C'est plus ce qui se disait au 5e siècle, mais il restait une sémiologie médicale. Donc, du corporel, mais du corporel médical, les symptômes. Mon corps manifeste des symptômes qui symptômes. signifient telle maladie ou tel désordre dans mon corps. Exactement. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse non, pour c'est l'instant. pas non plus ce qui nous intéresse. Et puis, à côté de ça, il y a la veine rhétorique, alors qui va passer par Aristote, qui va passer après par Laccio jusqu'aux Romains et Cicéron. Et quand je parle, mon corps dit des choses en même temps que je parle, qui renforcent ce que je dis ou qui, au contraire, l'amoindrit. Donc là, c'est une veine sémiologique. Il faut faire tel type de geste, Et donc là, c'est un geste qui est entièrement sous contrôle. Voilà. Tandis que toi, ce qui va t'intéresser, c'est tous ces gestes qui viennent hors de mon contrôle et qui disent quelque chose d'autre. Exactement. Donc ça veut dire que là, on a cette veine rhétorique, cette veine sémiologique, et puis au milieu de tout ça, tous ces petits gestes qu'on fait inconsciemment et qui n'ont pas de sens, ben c'est des gestes qui sont passés sous silence. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi que l'inconscient émerge. Et l'inconscient n'intéresse pas les anciens Grecs. Ils les intéressent pas. Et pour que l'inconscient émerge, eh bien, il faut 2 choses. Il faut le monisme et l'inconscient. Et pour que l'inconscient émerge, il faut attendre dans le monde occidental, il faut attendre des gens comme Spinoza. Il faut attendre vraiment la modernité, que l'être humain émerge avec les passions tristes. Donc, à ce moment-là, émerge l'inconscient et notre compréhension du fait que, inconsciemment, puisqu'on va parler avec des mots, notre corps va parler. Et là, donc, on va faire des gestes inconscients. Des gestes qui, jusque-là, n'avaient jamais été observés, mais qu'on peut maintenant observer. Donc, il faut l'inconscient, et puis à côté de ça, il faut du monisme quand même. Il faut que le corps et l'esprit parlent ensemble. Parce que si mon esprit pense puis que mon corps sont les esprits animaux, et puis que mon corps n'a pas de lien avec mon esprit, là non plus. Les messages du corps, ce n'est pas des messages foncièrement très intéressants. Donc, c'est uniquement à partir du moment Oui. où on comprend qu'il y a un inconscient et qu'il y a une unité de mon esprit et de mon corps, qu'on peut commencer à se dire, tiens, mais ce geste-là doit bien avoir une signification et dire quelque chose. Oui. Il faut tout ça. Il faut tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça ? C'est assez compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'enlève ? Qu'est-ce que ça veut dire quand je me gratte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien là, il faut pouvoir ça, alors après, dans le champ expérimental, le montrer. Et le montrer dans le champ expérimental, c'est pas possible. Parce que quelle expérience on pourrait faire pour que la personne manifeste un geste inconscient et qu'on puisse donner du sens à tout ça. Donc comment on fait ? Comment tu as fait pour réussir à trouver le sens des gestes et on va voir, c'est pas du tout une vision mécanique, c'est extrêmement... Ça demande un peu de subtilité, comme ça demande la subtilité de comprendre quand quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il veut dire, et donc comprendre les gestes, mais c'est vraiment... Alors comment on fait ? C'est ça, quand je me pose ces questions-là, moi je suis à la fin des années 80. Puis je me rends compte que les gens autour de moi, que moi-même, eh bien, par moments, on fait des gestes qui semblent n'avoir pas de sens. Mais pourquoi est-ce que je fais ces gestes-là alors que ça ne me gratte même pas, par exemple ? Parce que ça ne gratte même pas dans les micro-démangeaisons souvent. Pourquoi est-ce que je fais ce geste-là ? Pourquoi les gens font ces gestes-là ? Et je me dis, dans les années 80, là, il y a quelque chose à aller chercher, mais comment faire ? Alors, le départ, il est phénoménologique. C'est-à-dire quand on vit quelque chose de très fort, et puis qu'on fait des gestes qui sont curieux, on se dit, tiens, à quoi je pensais ? Qu'est-ce qui m'a amené à faire tel geste ? Et au bout de 10 ans de travail, émerge une théorie des micro-démangeaisons.
c'est que je me suis aperçu que ces gestes où on se gratte, c'est une théorie des autocontacts, émergent au bout de 10 ans, a priori. C'est toujours pas, c'est pas plus pris au sérieux parce que ça sort de la tête, ça sort de la tête d'un individu qui en a rejoint d'autres, mais c'est encore quelque chose qui est encore assez circonscrit à peu de gens. Ce qui m'a bien aidé, par contre, et c'est ce qui permet de faire naître mon travail, c'est c'est une chose curieuse, c'est le procès de Bill Clinton et de Monica Lewinsky. Pourquoi? À ce procès-là, Bill Clinton a expliqué qu'il ne s'était rien passé avec son assistante, alors qu'elle expliquait, elle, qu'il avait eu des attitudes sexuelles indues. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, à ce moment-là, devant le Congrès, Bill Clinton va expliquer qu'il ne s'est rien passé entre elle et Monica Lewinsky. Donc, il se gratte abondamment le nez. Et là, des gens se disent, on sait que Bill Clinton ment parce qu'il y avait des preuves matérielles à côté. Et on voit qu'il se gratte le nez. Donc, il y a un lien entre le mensonge, entre le fait de se gratter le nez. Bon, c'est plus complexe que ça. Sauf que, au Canada, des gens se sont dit, mais si ça, c'est vrai, un Français dit ça. La synergologie est un livre qui est sorti en 97. Un Français le dit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un éclairage qui a été fait sur mon travail qui fait que rapidement ce livre-là a été traduit dans une quinzaine de langues. Mais voilà, ça n'est là. Ceci étant, la scientificité de tout ça, ça permet encore pas de l'établir. Mais... Peut-être on peut revenir sur cette histoire de nez. Oui. Parce qu'alors, du coup, c'est assez rigolo. Peut-être que Pinocchio, c'est pas si idiot que quand on ment, le nez s'agrandit. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer un peu pourquoi on se touche le nez quand on ment? Oui, c'est pas. En fait, c'est ça. C'est que c'est plus compliqué. Vous voyez, je peux être là. Tu vois, je peux être là. Hein, Andy, je suis curieux. Mais là, il y a un non-dit. Puis là, il y a un problème. Puis là, je rejette. Tu peux refaire parce que là, c'était un peu rapide. N10, N20. Non, mais pas les numéros. N40. Moi, je veux pas les numéros. Je suis curieux et ma main part sur le bout du nez. Je me gratte le bout du nez parce que je suis curieux de ce que l'autre dit. Bon, on verra après comment on peut l'établir plus scientifiquement. Voilà. Après, là, il y a le non-dit et c'est ça, la microdémangeaison de Bill Clinton. Voilà, il y a le non-dit. D'ailleurs, les gens qui écoutent, s'ils sont intéressés, c'est bien possible que ça gratte à ce moment-là. Parce que quand on parle de se gratter, d'un point de vue mimétique, pour comprendre ce que l'autre dit, on est obligé de rentrer un peu dans ses états. Et donc, quand on parle de microdémangeaison, très souvent, les gens se mettent à se gratter. Pas forcément là, mais se mettent à se gratter. Ça, c'est l'empathie qui veut ça. Mais donc, voilà. Donc, il y a un problème, et puis je rejette. Donc c'est 4 microdémangeaisons différentes. Donc, quand on dit se gratter le nez, il faut quand même... Alors, donc, tu as établi ça. Comment on t'établit ça? Comment on peut savoir que tel geste veut dire telle chose? Voilà, alors ça, moi, je l'avais repéré autour de moi. Je l'avais repéré aussi sur moi. Hein. Il semblerait qu'on fasse 2 mensonges par jour, qui sont des petits mensonges, généralement. On ment tous un petit peu. Et puis c'est ces mensonges, ces petits mensonges blancs dans lesquels, souvent, on ne veut pas mettre l'autre mal à l'aise. Donc, on ne dit pas tout à fait exactement ce qu'on pense et on va être amené à se gratter. Ça peut arriver. Donc, il y a des petits mensonges blancs comme ça. Donc ça, je l'avais observé phénoménologiquement, puis je l'ai observé en regardant des gens, en voyant des gens mentir. C'est pas forcément le mensonge, parce que si on pense que l'autre nous ment, ça nous met aussi mal à l'aise, et nous-mêmes pouvons faire ça. Donc c'est pas forcément, il faut pas étiqueter justement. C'est pas vraiment que l'autre ment, mais qu'il y a un mensonge quelque part. Il y a un non-dit quelque part. En fait, il y a 2 autres thèmes qui vont déclencher le même type de microdémangeaison. Vous parlez de combien vous gagnez, l'argent. Combien on gagne, puisque tu as des primes, puis c'est quoi ton salaire. Et très rapidement, les gens sont mal à l'aise, et même sans mentir, ils n'ont pas envie de parler de ça, parce que ça les regarde, c'est quelque chose qui ne regarde pas le grand public. Donc là, qui ne regarde pas les autres. Donc là, on va avoir ces petites micro-démangeaisons, on les voit apparaître, et on les voit apparaître aussi dans toutes les questions de sexualité. Quand les gens évoquent les questions de sexualité, ça les met souvent assez mal à l'aise et souvent, très rapidement, on va voir ce type de microdémangeaison. Et c'est du non-dit, c'est pas le mensonge forcément caractérisé, c'est plus complexe que ça. Mais comment tu arrives, tu as observé, mais quand même... Comment on fait là, voilà, que ça va être que ton expérience à toi, comment on arrive à comprendre ça? Mais là, on est en 98. Et en 98, il y a peu de méthodes, sauf que l'Internet arrive, le numérique arrive. Et avec l'Internet et le numérique, ça transforme la manière de regarder la communication. Parce que c'est impossible, c'est difficile d'amener quelqu'un à se gratter le nez
quand il est mal à l'aise, quand il y a un non-dit. Il peut faire autre chose. Il peut se détourner, il peut partir. L'être humain, c'est 80 milliards de neurones et il y a 1250 signes. Mais, donc il y a un choix entre ces signes, on reviendra après. Mais apparaît le numérique. Alors eh bien, c'est pas possible de déclencher ça chez l'autre. Par contre, partout en ce moment, sur des vidéos, sur des images, sur des émissions de télé, un petit peu partout dans le monde, des gens sont en train de faire ce signe-là. Donc, tu as repéré sur Internet, tu as fait une sorte Une grille de classification, là, qui est apparue comme ça, ou une grille de classification qui fait... Et puis, j'ai été rejoint par une communauté, des gens qui se sont mis à réfléchir comme ça. Donc, maintenant, il y a une grille de classification et je pense que on possède... dans le champ de la synergologie, la plus grosse base de classification du langage corporel au monde. Donc, c'est 8000 vidéos qui sont classifiées avec des gestes, des signes qui sont sur ces vidéos et qui permet, quand on tape un code, de voir comme ça un certain nombre de fois ce signe repéré. Peut-être on peut commencer, peut-être on montre aux gens un ensemble de ces gestes et tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Bon, on peut le faire, oui, tout à fait. Vous l'avez dit. Non. Ah ben, vous couperez en montage. Ah, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Bon, on voit là, donc en regardant Ségolène Royal, qu'à un moment donné, Ségolène Royal, elle va se dire, vous couperez au montage. On lui dit, il n'y a pas de montage. C'est une radio qui est filmée en fait. Il n'y a pas de montage. Et elle dit, comment il n'y a pas de montage, bordel. Bordel, dans la bouche de Ségolène Royal, ça n'arrive jamais, ça. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça permet de valider quelque chose. Ça permet de valider le mal-être. Et là, on est dans cette micro-démangeaison qu'on appelle N30 parce que c'est ça, le langage corporel. Il a fallu, pour pouvoir retrouver tout ça maintenant, le coder pour arriver à comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que les gens qui rentrent là-dedans, eux, connaissent pas les codes par cœur, c'est pas si important, mais ce qui est important, c'est de comprendre l'horizon de sens qu'il y a derrière. Donc là, Ségolène Royal, elle est effectivement mal à l'aise. Donc, deuxième vidéo, et là, ces 4 vidéos sont intéressantes, on va en voir 4. Ces vidéos sont intéressantes parce qu'on s'aperçoit que dans ces vidéos, chaque fois, c'est le même signe, il est signifiant. Elles vont être intéressantes parce que quand ça sera plus signifiant, c'est-à-dire ça arrive souvent dans la vie de tous les jours où les gens c'est pas si signifiant que ça, on les écoute. Ça sera moins signifiant. Mais par contre, comme on a l'horizon de sens, on saura que derrière, il y a possiblement quelque chose qui pose problème, ce qui permet après de sous-questionner, de partir ailleurs, mais de sous-questionner pour mieux comprendre. Donc ça, c'est Ségolène Royal. Sur la deuxième vidéo, on va voir Alain Juppé. Et de recevoir cette condamnation, vous vous dites quoi ? Vous dites, j'ai été trop loyal, j'ai pas été assez voyou et je paye pour les autres. Alain Juppé, il y a un moment donné, son parti politique a eu des difficultés et Alain Juppé s'est trouvé devoir a été condamné pour son parti. Il a d'ailleurs quitté la France et il revient. Et puis, il veut se présenter à la présidence de la République. Et puis on lui dit, vous avez été condamné. Et il va se gratter le nez, comme ça, de la même manière. Donc là, il est mal à l'aise. Donc, il est mal à l'aise. Et effectivement, dans son CV, c'est pas ce qu'il y a de plus honorifique quand on se présente devant les Français, de s'entendre dire qu'on était condamné. Donc, c'est ce que fait Alain Juppé fait la même chose. On voit ensuite Jean-Paul Belmondo, à qui on demande comment il va. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Hein, vous vous sentez en forme ? Oui, toujours en forme, toujours. Il y a des pépins comme tout le monde. À cette époque-là, il revient d'un AVC, il est diminué et il dit que tout va bien. Bon, qu'il est comme tout le monde quand même, qu'il y a des petits moments difficiles, mais tout va bien. Bon, voilà. Et puis la dernière qui est intéressante, où on voit Christine Lagarde. On continue sur ces filières-là, comme sur d'autres, les filières de l'avenir, à se battre. Là, je ne peux pas te citer de nom de société, mais... Ah, vous voyez que c'est embarrassant. Oui. Ah, c'est plus facile. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Christine Lagarde dit je ne peux pas te citer de nom de société. À un moment donné où elle est prise dans un débat, je ne peux pas citer de nom de société parce que sa position l'empêche de faire ça. Et elle se gratte aussi le nez de la même manière.
ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'intéressait dans ces vidéos aussi, c'est qu'on est avec des politiques, là, des gens qui sont super formés pour avoir un langage du corps parfait, qui sont très bien formés, qui ont suivi les meilleurs cours de communication du monde, sauf que le langage corporel inconscient, eh ben, il émerge inconsciemment. Et si on est intéressé par ce que l'autre nous dit, et si on fait attention à ce qu'on dit, eh bien, on est tellement concentré sur ce qu'on dit qu'on oublie son langage du corps. Et voilà, c'est ce que nous montrent ces vidéos. Alors là, il pourrait y en avoir des centaines. J'en ai pris 4 parce que c'est des gens qu'on connaît parmi des centaines de situations comme ça. Est-ce que dans ta vie à toi, le fait d'être engagé dedans t'a emmené dans des situations singulières? Tu as eu des chocs, tu as eu des moments de... Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, chaque occasion de rentrer en communication est l'occasion de micro-chocs. Tu peux raconter une ou deux anecdotes récentes ou anciennes? Oui, non, des anecdotes très centrées où le langage du corps, j'ai pas précisément d'anecdotes comme ça. Mais il y a des tas de petits moments qui émaillent ma vie. J'en voudrais une. Je voudrais un moment, je sais pas, qui t'a engagé à dire « Ah ouais, là, il faut que j'aille dans cette direction. » Oh, je me souviens sur un gros projet avec des choses qui me tenaient très à cœur. Je suis face à des gens avec lesquels je devais travailler sur un projet sur le langage du corps. Donc, je suis universitaire, quelque chose d'assez gros. Et la donneuse d'ordre me dit vraiment, c'est très intéressant votre travail. Et puis elle avait un stylo à côté d'elle qu'elle n'avait pas pris depuis. Et elle me dit, c'est très intéressant votre travail. Au moment où elle me dit, c'est très intéressant votre travail, elle prend son stylo, elle le met à l'extérieur. J'avais compris à ce moment-là que cette partie du projet, elle n'en voulait pas. Voilà. C'est extraordinaire, c'est précieux. Voilà, on gagne du temps. On gagne du temps. Donc j'ai compris qu'il ne fallait pas essayer de prolonger ça parce qu'elle m'avait dit qu'elle était extraordinaire, parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens, je pense. Elle ne se voyait pas me le dire autrement. Mais ça m'a permis de comprendre que ce n'est pas là qu'il fallait que j'aille, que c'était ailleurs. Quelque chose qui m'intéresse. Mais ça a été un grand choc de se rendre compte comme ça que quelque chose qui était bien préparé puis qui semblait couler et aller de soi, allait pas tant de soi que ça. Donc c'est pour ça que quand on lit ton livre, au début, on demande un peu de temps de comprendre l'ensemble de ces gestes et comment ça fonctionne. Mais après, évidemment, ça transforme notre communication. C'est ça un peu ton projet, c'est d'aider par là à pouvoir aider les relations, qu'elles soient plus fluides, parce que en fait, en ce moment, je te parle, mais qu'est-ce que je me dis, moi? Tout en te parlant, je me dis, mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on est bien alignés l'un avec l'autre? Est-ce que ça va intéresser au-delà de nous les gens qui sont autour de nous tous? Et ça, je le vois en te regardant. Parce qu'en te regardant, je vois à tes réactions qu'il y a des moments qui sont plus forts que d'autres. Quand on est embarqué dans les 4 micro-démangeaisons, par exemple, tu vas aller te gratter l'œil droit. Et là, je me dis à ce moment-là, tiens, là, sans doute, on est dans un moment où peut-être que les micro-démangeaisons sont trop prosaïques, avec des anecdotes qui sont tellement prosaïques que ça en est moins intéressant. Donc, je comprends que s'il fallait que je rajoute d'autres types de micro-démangeaisons, par exemple, dans une autre vidéo ultérieure, je n'aurais pas tout à fait ce type de micro-démangeaison. C'est génial. Donc, ça permet vraiment de s'ajuster à l'autre, de comprendre l'autre. Oui, et puis oui, parce qu'on est après, on va on a nos règles de politesse qui sont les maximes de conversation qui font qu'on essaye d'être le plus attentif à l'autre, mais en même temps, on ne peut pas tout dire tout le temps à l'autre. Et heureusement, d'ailleurs. Et donc, ça nous permet de nous adapter, et puis ça permet d'aider l'autre à être davantage lui-même aussi. Oui. Un des grands axes de ton travail, pour comprendre ces micro-gestes et les décoder, on montrera d'autres gestes que tu vas décoder, mais pour comprendre la logique, tu montres qu'on pourrait croire que c'est une question juste d'intuition, d'empathie et d'expérience. Et ce n'est pas tout à fait ça, même s'il y a une part de ça. Donc il y a une part d'intuition. Peut-être on peut reprendre ces 3 grands axes de ta réflexion. C'est ça, c'est qu'en fait, quand on pense, les gens disent « mais moi, je n'ai pas besoin, le langage corporel, je ressens ça parce que je suis intuitif ». Sauf que notre intuition, elle est fabriquée à partir de nos stéréotypes. Nos stéréotypes, on pense que quelqu'un, par exemple, qui croise les bras va être fermé. Bon, ce n'est pas vrai du tout. Il y a plein de moments où
tiens, oui, tu pourrais m'en parler mieux. Et la personne va s'avancer en croisant les bras pour pas trop prendre de place. Mais en même temps, elle est intéressée par l'autre, donc elle va croiser les bras. Et ce sont des croisements qui sont des croisements d'ouverture. Et pas du tout des croisements de fermeture. Donc ça, c'est assez inattendu. Et le sourire, je trouve que c'est passionnant, parce que moi, j'en ai tellement... Oui. Depuis toujours, j'en ai marre qu'on me dise qu'il faut sourire et tout. Tu montres très bien qu'il y a un sourire qui Oui. est plus authentique et un sourire qui n'est pas authentique, et que c'est pas si facile de pouvoir... Mais tout à fait, c'est qu'on est... Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas du temps de Darwin, parce que ça nous vient de Darwin, cette idée du vrai sourire, qui est le sourire de Duchesne, c'est qu'on peut faire des faux vrais sourires. C'est-à-dire que les gens qui ont un peu un vernis social, un vernis culturel, sans avoir du tout envie de sourire, vont se mettre à sourire s'il faut, dans des situations où ils sont plutôt mal à l'aise. Comment tu peux nous montrer un sourire plus Oui, non, mais authentique? c'est des sourires qui remontent, mais pour aller plus loin, par exemple, quand on pleure, qu'est-ce qui va arrêter les pleurs? C'est le sourire. On pense que quelqu'un qui pleure, il est comme ça. Non, ça, c'est des fausses pleurs. Les vrais pleurs, c'est ça. Et la personne, là, pour arrêter de pleurer, elle se met d'une certaine manière à sourire. Et c'est le fait qu'elle sourit qui bloque, qui va arrêter les pleurs. Ce qu'on voit chez les enfants petits, par exemple, avec leur hockey, quand ils font des vrais caprices, et voilà. Voilà. Et puis c'est ce sourire qui va arrêter les pleurs. Donc, on aurait tendance à penser que quand on est triste, la bouche, et puis qu'on pleure. Non, parce que quand on pleure, on n'est pas fier de pleurer. Donc les larmes coulent, mais on voudrait les arrêter. Et curieusement, on se plaque sur le visage une certaine forme de sourire. De la même manière que quand on est mal à l'aise, notre visage, notre corps, très inconsciemment, va plaquer sur notre visage un sourire qui peut-être pour que l'autre ne voit pas ce malaise, mais aussi soi-même pour sortir de cette situation de malaise. Donc, il y a comme ça des stéréotypes, mais il y en a beaucoup. On pense que la personne qui nous ment ne nous regarde pas dans les yeux, par exemple. C'est pas vrai. Alors que précisément, celui qui nous regarde dans les yeux, c'est le menteur. Parce que la personne qui va commencer à regarder ses chaussures tout en vous parlant, on va dire, oulala, lui, il n'est pas clair. Et le menteur le sait, ça. Parce qu'à partir du moment où il a eu 6 ou 7 ans, ce menteur adulte, et c'était un petit enfant à qui ses parents ont dit « Tu pourrais me redire ça en me regardant dans les yeux ?» L'enfant comprend qu'il faut qu'il regarde dans les yeux. Il comprend que... Alors, lui, il en conclut qu'il ne faut pas arrêter de mentir, on n'ira pas jusque-là. Mais il faut regarder dans les yeux quand on ment à l'autre. Et c'est nous, et ces enfants-là, c'est nous qui sommes devenus adultes et qui, au moment où on a vraiment besoin d'être crus, on regarde l'autre fixement. On a un regard franc. C'est pour ça que tu montres, voilà, on ne peut pas lire les gestes de manière purement logique, comme ça, tac, tac, tac. Oui. Il y a une intelligence extrêmement plus subtile, et c'est cette intelligence que tu veux... faire passer, mais oui. Donc, il faut sortir des... Donc, c'est pas aussi bien l'intuition que l'expérience, elle est faite de beaucoup de stéréotypes. Est-ce qu'on peut revenir sur le vrai sourire? Oui, il n'est pas... En fait, c'est ça, ça va dépendre si vous êtes introverti ou un extraverti. Un vrai sourire d'extraverti, on voit les dents. Un vrai sourire d'introverti, on ne voit pas les dents, par exemple. Donc, c'est ça. Et dans ce cas-là, les feuilles palpébraux remontent là, et puis les sourcils ont tendance à plutôt descendre dans un vrai sourire. Quand on a un faux sourire, en général, on a les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts, et puis voilà. Ça, c'est plus un sourire de circonstance qu'un sourire authentique où on est touché pour de bon. Tout à fait. Donc on vit en fait dans un monde de stéréotypes qui vont nous aider. Le stéréotype, c'est ce qui va nous permettre de réagir très très vite, parce qu'on a l'habitude de... En fait, nos croyances font qu'on pense que, donc on va réagir très vite et on va mettre ça sur le compte de l'intuition. Mais on fonctionne au stéréotype. Si je dis ça aussi, c'est une fois de plus, quand on regarde les études qui sont faites sur le mensonge, par exemple, eh bien, il y a 35 000, une méta-étude sur 35 000 personnes montre qu'on repère le mensonge dans 50% des cas. 50%? Pas beaucoup. C'est le seuil du hasard. Une fois, on a une chance sur deux. La personne, elle ment ou dit la vérité. 50%, on est pile au seuil du hasard. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Alors même qu'on pense qu'on y arrive parce qu'on est intuitif. Mais chaque fois qu'on repère quelque chose et puis que c'était juste, eh bien, on se nourrit de ça en disant « oui, finalement, je suis sacrément intuitif ». Et puis quand ça ne marche pas avec ce qu'on avait prévu de penser, eh bien, on se dit « oh, il doit y avoir un biais, là, ça ne doit pas marcher, ça, mais c'est pas... »
mais je suis intuitif. Mais non. Donc l'intuition ne permet pas de repérer le mensonge, mais par contre, oui. Toute Oui. l'approche que tu as Oui. permet là de comprendre beaucoup plus finement. Je pense. Alors, une fois de plus, hein, il y a sans doute vraiment quand même des intuitifs. Il y a des gens qui perçoivent mieux les règles du monde social et puis qui perçoivent mieux. C'est pas, je voudrais pas dire l'intuition, ça n'existe pas, mais il ne faut pas penser qu'avec l'intuition, on y arrive parce qu'on décide de mettre en place son sens intuitif. Donc on ne peut pas y arriver trop. Oui. L'intuition permet des choses, Oui. mais elle n'est pas suffisante pour Oui. nous permettre de comprendre Oui. le langage Oui. du corps de l'autre, Tout à fait, à la oui. différence Oui. de l'approche que tu proposes. Oui. Deuxième, on Oui. pourrait croire que par l'empathie, Oui. je réussis, au moins par l'empathie, je peux sentir ce que tu sens. Je n'ai pas besoin du langage du corps. Je sens, comprends. Ben, Oui. je ressens. Moi, je suis Mais empathique, je te ressens. Eh ben, tu montres Oui. Que qu'il c'est y a vrai, des pas biais. vrai. Ouais, c'est L'empathie ça, oui. est merveilleuse. Heureusement qu'on a de Oui. l'empathie, mais Oui, c'est il y a ça. des biais qui risquent Là- de nous tromper. Là aussi. Mais ce qui est intéressant avec l'empathie, en fait, c'est que l'empathie permet de comprendre qu'il y a une grammaire corporelle, quand même. C'est-à-dire que si une personne est dans une position, une attitude corporelle, en fait, ce qu'on va faire, notre cerveau va chercher cette personne pour la mettre dans notre cerveau et ressentir ce qu'elle ressent. Ça veut dire que quand elle a une personne qu'on ne connaît pas, quand elle a ce type d'attitude corporelle, si je peux ressentir ce qu'elle ressent, c'est que moi, quand je suis dans le même mouvement qu'elle, j'éprouve ce qu'elle est en train d'éprouver en ce moment. Donc l'empathie permet d'un point de vue neurologique de donner une base scientifique à la grammaire corporelle. Quand même, donc ça c'est vraiment très intéressant. Sauf que l'empathie, elle s'accompagne aussi de contre-empathie. Alors, c'est quoi la La contre-empathie, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens qu'on apprécie, on va vraiment chercher ce qu'ils sont et on ressent ce qu'ils sont. Mais les gens qu'on n'aime pas, les gens qu'on apprécie moins, eh bien ceux-là, il y a des mécanismes de contre-empathie qui font que nos neurones miroirs ne vont pas travailler. C'est le grand bouleversement des études sur la contre-empathie d'il y a une vingtaine d'années. Par hasard, un groupe de médecins est réuni, puis ils regardent des vidéos pour se mettre d'accord sur les antidouleurs à proposer à leurs patients. On est aux États-Unis. Et on s'aperçoit à ce moment-là, en regardant les antidouleurs qu'ils donnent, donc un groupe de médecins, des médecins blancs, des médecins noirs, des patients blancs, des patients noirs, on s'aperçoit que les médecins blancs, des gens pas racistes, pas a priori, bon, on s'aperçoit que les médecins blancs donneraient des antidouleurs, là on regarde ça ensemble, hein, en fonction des pathologies, des antidouleurs davantage aux patients blancs, et que les médecins noirs donneraient des antidouleurs plus forts davantage aux patients noirs. Et ça, c'est un choc, un vrai bouleversement. Ça veut dire que les gens qui nous rejoignent parce qu'on a le sentiment qu'ils sont un petit peu comme nous, on va avoir tendance à faciliter, à être facilitateur pour eux. Et puis les gens qu'on sent un petit peu différents, on n'aura pas la même attitude. Donc voilà, donc spontanément, après ça Oui. peut se corriger, mais spontanément, on a un peu plus d'empathie pour les gens qu'on a le sentiment qui nous ressemblent. Oui. On est un peu Oui. codé comme ça. Codé comme ça, voilà. Et Donc l'empathie peut nous tromper là-dessus. Oui, Et c'est pour ça que l'empathie, si elle nous permet plein de choses, ne suffit pas à avoir rapport Oui, à tout à fait. l'autre. Tout à fait. L'empathie, elle s'est sans doute construite pour des raisons évolutionnistes. C'est sûr que privilégier nos proches et les gens qu'on aime au détriment d'un groupe extérieur, j'ai envie de dire, c'est assez humain. Par contre, ça crée ce qu'on appelle l'outgroup, les Américains, c'est-à-dire le groupe extérieur. Avec le groupe extérieur, on n'est pas empathique. Alors, après, on va trouver des bonnes raisons. Hein. Vous faites du sport avec quelqu'un qui est plus fort que vous, et puis cette personne-là se blesse. Tant pis pour elle. Puis c'est la loi du sport. On regarde des vidéos au moment des fêtes, là où les gens tombent à côté de la piscine, glissent sur une peau de banane, ou sont ridiculisés, souvent des stars, et on trouve ça très drôle. Et là, c'est des mécanismes de contre-empathie. On ne devrait pas trouver ça drôle. C'est clair. Donc l'empathie... Donc c'est comme ça. Ouais. C'est ça qui permet de comprendre pourquoi il fallait faire cette sorte de science, d'étude un peu plus rigoureuse. Et alors pourquoi tu appelles ça la synergologie? D'abord parce que les gens appelaient ça la communication non verbale. Sauf que la communication non verbale, c'est pas une méthode, c'est pas une science, c'est un objet. Il y a un petit peu entre la synergologie et la communication non verbale la différence qu'il y a entre les étoiles et l'astronomie.
Les étoiles, c'est ce qu'on observe, mais en soi, ça ne donne pas les règles d'observation. Et moi, je suis parti à la recherche de ces règles d'observation. Donc, j'ai fabriqué après 15 ans de travail, hein, je me suis dit, je suis ailleurs. Je ne retrouvais pas. Et donc, la synergologie, syn, ergon, logos, syn, on est ensemble. On est actifs tous les deux, même si quand je te parle, tu ne bouges pas. Ta manière d'être avec moi va modifier ce que je vais dire. Donc, c'est vraiment une bulle. Donc, ergon, on est actifs ensemble, synergon. Puis logos, c'est la méthode, le discours qui va permettre de comprendre ce qui se passe quand on est actifs ensemble. Voilà, donc. Mais maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que là, je parle de langage corporel, et puis là, j'imagine, les gens disent, mais attends, le psy fait déjà ça. Un psychologue, quand il voit quelqu'un rentrer dans son cabinet, un client, il le regarde, la personne déprimée, il voit qu'elle est déprimée. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un synergologue. Le médecin, il est très attentif au corps de l'autre. Le pédiatre, sans le corps de bébé, il n'y a pas grand-chose. Il regarde le bébé, là, et c'est vraiment du langage corporel. C'est des maladies, mais c'est aussi du langage corporel, la manière de se comporter. Donc, on se dit, mais il n'y a pas besoin de synergologie parce qu'il existait déjà quelque chose. Sauf que, quelle est la différence entre le pédiatre, le médecin, le sociologue qui regarde passer les classes sociales? Selon nos classes sociales, on ne se comporte pas tout à fait de la même manière. Le pédiatre, il est intéressé par le bébé, pas par le langage corporel. Il va aller voir le langage corporel, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse foncièrement. Le psychologue, il est intéressé par la dépression, par la maladie, pas forcément par la dépression, mais par toutes ces... Parce que c'était mon exemple, mais il est par ces pathologies. Mais il n'est pas intéressé par le langage corporel spécialement. S'il y a des éléments de langage corporel, il va aller les chercher. Mais voilà, et la synergologie, elle renverse la variable dépendante et la variable indépendante. C'est-à-dire qu'on part du langage corporel pour comprendre ce qu'il signifie, et pas de la pathologie ou de ce qu'on a pour aller vers le langage corporel. Peut-être pour finir, là où un psychologue ira chercher des budgets pour travailler sur la dépression, un synergologue ira chercher des budgets pour travailler sur l'abaissement des paupières. Comprendre qu'est-ce que l'abaissement des paupières signifie. Parce que quand on est triste ou quand on est déprimé, la paupière gauche a tendance à s'affaisser un petit peu. Bon, ça, il faut le voir. Il faut voir des gens dépressifs, il faut voir... Et puis, il faut creuser, voir les limites de tout ça. Mais là, il faut partir du langage corporel. Donc, l'idée, c'est d'offrir un outil à des spécialistes qui travaillent de manière interdisciplinaire. Ce que je fais, moi, en allant chercher les neurologues, les neurosciences, en allant... Voilà. Est-ce qu'on peut voir une deuxième vidéo que tu nous commentes pour qu'on voit d'autres gestes? J'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi les travailleurs expriment un si grand mécontentement. Et pas seulement les travailleurs, pas seulement les ouvriers, mais les paysans, les ingénieurs, techniciens. Voilà, donc bon, là, une vidéo qui a fait les beaux jours des gens qui étaient intéressés par le champ politique dans les années 80. On était avec Jacques Chirac et Georges Marchais, qui étaient deux figures du monde politique, mais surtout, si on regarde bien cette vidéo, on s'aperçoit qu'ils se tirent la langue. C'est absolument stupéfiant. Voilà, donc tout en se parlant, ils se tirent la langue. Bon, eh bien alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça c'est ce qu'on va appeler une roblo. C'est une micro-réaction R sur le visage, 0, c'est la bouche, et la langue qui sort de la bouche au centre. Parce qu'elle pourrait sortir à droite, à gauche, elle pourrait sortir différemment. Mais dans la roblo, je suis fier de... En fait, je pense à ce que Jacques Chirac ne parle pas, il tire la langue sans parler quand même. Hein. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est le petit mouvement de langue, il s'est vu pour la personne qui regarde et qui est attentive à ça surtout. Et donc ça, il sait déjà ce qu'il va répondre. Et fini, tu vas voir quand tu vas avoir fini ce que j'ai à te dire. Et voilà. Donc là, ça permet aussi d'anticiper quand on le voit, ça. Et ce qui est très, très impressionnant, et Georges Marchais, lui, est fier de ce qu'il dit. Donc, il y a comme ça, il y a une espèce de débat des chefs. C'est plutôt être fier de ce qu'on dit. Oui, ou vouloir bien le dire aussi. Mais il y a cet aspect-là qui fait que quand je tire la langue, oui, je vais plus loin. C'est oral, et puis je fais passer mon message, et je peux lui donner plus de force. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui, sans en être conscients, à la télé, devant les Français, se tirent la langue. Et on n'a aucun bénéfice à tirer la langue à l'autre quand on est dans le champ, quand on est devant la télé comme ça et qu'on est entre gens. Qui communiquent plutôt bien de manière générale. Donc on ne se tire pas la langue. Premier élément sur lequel tu insistes, c'est bien le signe,
cette vidéo, qu'il y a une communication non verbale qui échappe au contrôle et qui est significative. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu peux réussir à expliquer, même si ça a l'air évident quand tu le dis, mais comment tu peux savoir que le fait de tirer la langue veut dire cela et pas... Oui, c'est ça. Oui, ben là, c'est pareil, il faut aller voir. Alors, il y a plusieurs mouvements de langue, on ne va pas faire un cours sur le mouvement de langue, parce qu'elle peut partir à droite, elle peut partir à gauche, elle peut partir au centre, elle peut même, après les lèvres peuvent revenir dans la bouche, on tire la langue aussi à l'intérieur. Et donc, pour la voix, ça veut dire quelque chose de différent. Oui, pour les choses qu'on... Oui. Mais comment on arrive à savoir ça? Ça me fascine. Déjà, il faut l'avoir... En fait, il faut travailler phénoménologiquement. Je pense que les gens qui se forment, ils se demandent... Il faut d'abord voir si ce qu'on a appris correspond à ce qu'on ressent nous aussi. D'accord, donc on part de mon expérience. Il faut partir de soi. Qu'est-ce que je sens si je fais ça? Qu'est-ce que je sens que ça veut dire? Je confronte à ce que d'autres personnes peuvent sentir elles aussi. Donc il y a une confrontation comme ça, vraiment d'une description très fine de mon expérience. Ça, c'est le premier point de départ. Voilà, c'est le point de départ. Et puis, c'est le point de départ croisé maintenant avec une compréhension par tout ce qui est image. Donc après, tu confirmes avec des centaines d'heures de vidéos et tu vois plein de gestes de gens qui font ça et tu essayes de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ce contexte-là, ce signe-là. Est-ce que ça confirme ou infirme l'hypothèse de départ? Exactement. Et ou l'a fait évoluer. C'est ça aussi. C'est pour ça, les gens ont l'impression qu'une fois qu'on a le lexique corporel, on a tout compris. Mais non, parce que tout ça, ça évolue, c'est fin. Et c'est ça, la synergologie. En fait, c'est 3 choses quand même. C'est un lexique corporel, une théorie de la relation. Ça, c'est fondamental. Parce que, par exemple, si je suis quelqu'un d'agressif, que je projette mon agressivité chez l'autre, très rapidement, l'autre va devenir en face de moi agressif. Et moi, de haut de ma science, de ma synergologie, je vais dire, tiens, qu'est-ce que cette personne-là est agressive? Sans me rendre compte que j'ai co-construit cette agressivité. Donc il y a vraiment une théorie de la relation avec le besoin de retrouver l'autre dans un rapport d'égal à égal. Et puis les méthodes de questionnement, de sous-questionnement. Parce qu'autrement, on tombe sur les pires jugements de valeur du monde. On dit « Ah oui, je sais ce que ça veut dire, donc j'ai même plus besoin de l'écouter, l'autre. De toute façon, je sais ce qu'il pense. Je sais ce que ça veut dire. » Donc la synergologie, elle est fondée sur des méthodes de sous-questionnement qui permettent d'aller plus loin et de comprendre réellement ce que la personne garde pour elle. Et si elle... Qu'est-ce que ça veut dire sous-questionnement? Ça veut dire qu'on questionne à partir du langage corporel et pas de ce qui est dit. C'est-à-dire que on se parle et d'un point de vue du langage verbal, tout peut être très très clair, mais le langage corporel montre autre chose. Donc, si je te dis que je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis c'est sûr. Voilà, les gens sont partis. Bon, si on écoute si on est attentif à ce qui se dit et si l'autre croit à ce que l'autre dit, qu'on prend la parole comme quelque chose comme argent comptant, eh bien, on va s'apercevoir qu'il nous manque quelque chose. Et le sous-questionnement, c'est ce qui a permis... Ah, t'es d'accord avec moi, ça c'est intéressant. Mais vraiment, dans ma pensée, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, toi? Et sans doute, oui, ça, je trouve que c'est bien quand tu dis ça, puis que tu dis ça, puis tu dis ça. Je suis comme ça. Par contre, là où je serais moins d'accord, c'est quand tu parles de « le chat est sorti du sac ». C'est-à-dire que sur le fond, la personne n'est sans doute pas foncièrement en désaccord parce qu'elle me le dirait. Elle est en accord sur beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui l'a dérangé. Le chat est sorti du sac et ça nous permet de dialoguer mieux. C'est ça Alors, je peux témoigner, j'ai lu beaucoup d'autres livres à part les tiens qui essayent de comprendre le comportement. Et avant de te lire, j'étais toujours très gêné parce qu'il y a vraiment cette idée, je suis dans ma position de surplomb et je vais comprendre l'autre et je vais avoir un pouvoir sur lui. Alors que toute ta démarche, c'est l'inverse. C'est vraiment au service de la relation. Tu essaies juste de montrer que prendre en compte les gestes de l'autre, c'est pouvoir s'adapter à l'autre, le comprendre. C'est vraiment, comme tu dis, il y a vraiment... on sent que chaque fois quand on lit ton livre, de page en page, ça permet de découvrir un nouveau continent au service du lien, de la relation, de l'authenticité, de la communication. Et ça aussi, c'est un vrai engagement. Oui, je crois. En fait, on part de théories qui pensent qu'il y a l'émetteur qui parle et le récepteur qui écoute. Une fois que l'émetteur a fini, le récepteur parle. Alors maintenant, avec le systémique, on sait que ça, c'est plus vrai. Mais surtout, on est 2 émetteurs en ce moment. Je suis un émetteur brillant et tu es un émetteur silencieux en face de moi.
Et en fait, c'est deux émetteurs qui communiquent en ce moment et qui vont nous permettre, et moi, c'est ce qui m'intéresse peut-être le plus dans mon métier, d'essayer de mettre en place des poïèses. Des poïèses. La poïèse, c'est quand on est deux à se parler et qui naît une idée nouvelle. C'est des idées qui sont nées du travail de Varela, par exemple, dans le champ biologique, qui montre que c'est l'ovule et le spermatozoïde, de deux choses, il va naître quelque chose de nouveau. C'est né dans la biologie, mais dans la communication. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour que, avec toi, notre entrevue soit créative? C'est ce qu'on cherche à faire tous les deux, sauf qu'on a chacun nos clés, avec chacun nos arrière-plans mentaux. Mais pour que l'entrevue soit bonne, il faut vraiment que je comprenne ce que tu veux. Et toi, que tu comprennes qui je suis. Et c'est ce qui va faire que... Et ça passe par du langage corporel dont on n'a pas conscience, normalement. Parce qu'on se parle, mais on est attentif au corps de l'autre. Oublier ce continent, c'est prendre le risque d'avoir une communication un peu trop étroite. Oui, tout à fait. Et puis, il manque quelque chose. On passe à côté de l'autre. Et puis maintenant, que le langage corporel, très souvent, c'est plus important que le langage verbal. Si je te demande pour sortir d'ici par où il faut que je passe, et puis tu me dis, tu prends à droite, en montrant la main gauche, tu as vu que je montrais la main gauche. Mais en fait, moi je vois ça, là tu me fais ça, je vais aller du côté de la main, et pas du côté du discours. C'est clair. Hein, donc, le langage corporel, on y croit, on en est pénétré, on y croit vraiment, mais on n'a pas conscience des messages qu'il envoie aussi clairement qu'on devrait l'avoir, et ce qui fait que dans plein d'interactions, ça s'arrête parce qu'on n'a pas compris l'autre, quoi. Alors, on va regarder une troisième vidéo pour voir à quel point c'est un monde riche et fascinant. Ça fait 35 ans que je passe des super années. C'est vrai ? Ouais. Les dernières mieux que les premières, non ? Bah écoutez, franchement, j'ai pas à me plaindre. Depuis le début, ça se passe très très bien. 18 ans, vous commencez à mettre le nez dans la poudre, ça va durer 6 ans. Ça vous a rien apporté du tout? Si, mais ça m'a apporté justement, mais rétrospectivement, parce que je m'en suis sorti. On vous plonge le visage dans la cuve des toilettes, on vous force à goûter vos excréments présentés dans une assiette. À quel moment vous avez rompu avec vos parents? Donc on voit 3 vidéos qui sont difficiles à regarder, parce que la troisième surtout, plus que les 2 autres je pense, mais dans les 3 vidéos, on voit une personne qui a des choses qu'elle ne voudrait pas revoir sans doute. En tout cas, c'est ce qu'on va tirer comme enseignement. Et les 3 fois, elle se gratte l'œil gauche. Les 3 fois, on a une micro-démangeaison de l'œil gauche. Et quand on se gratte l'œil gauche, eh bien, c'est des choses qui sont davantage liées aux choses qu'on voudrait pas voir. Alors c'est intéressant parce que quand la personne se gratte l'œil, elle pense qu'elle a une poussière dans l'œil, souvent. Mais c'est pas de poussière, non. Là, on est sur 3 plateaux de télé, on est 3 plateaux en fait, et il n'y a pas de raison de... Mais non, quand on se gratte l'œil et qu'on le ferme, selon que c'est la gauche ou la droite, c'est un peu différent. Mais quand on ferme l'œil gauche, il y a quelque chose qu'on a vécu, qu'on voudrait chasser de notre esprit, donc on voudrait chasser l'image. Et la bonne manière de chasser l'image, c'est de fermer l'œil, quoi. Et pourquoi l'œil gauche quelle est la différence entre l'œil gauche et l'œil droit? Oui, c'est-à-dire que, alors on s'est aperçu que à gauche, en fait, ça renvoyait davantage à soi et à droite l'autre. Simplement parce qu'on pense que le siège de la conscience de soi est dans l'hémisphère droit, et ça renvoie, et la conscience de soi, c'est vraiment la gauche du corps. Donc, à tel point que quand certaines zones de l'hémisphère droit sont lésées, du cortex notamment, du système limbique, eh bien, la personne, elle a plus de perception de du côté gauche de son corps. Donc, même si elle le perçoit physiquement, c'est comme s'il n'existait pas. Le gauche, et ça se passe, et on n'a pas la même chose à droite. Donc, sur le corps droit avec l'hémisphère gauche. Donc, il y a vraiment, la gauche, c'est soi. Alors, sa gauche, c'est soi. C'est aussi l'hémisphère droit qui fait que si je suis bien avec l'autre, eh bien, je vais ouvrir ma partie gauche du visage pour lui parler. Et puis que je vais plutôt me montrer ma partie droite si j'ai besoin de me fermer à l'autre. On va pas tout raconter. J'invite vraiment les gens à lire ton livre, mais c'est juste fascinant aussi. Selon qu'on monte le côté gauche ou le côté droit de son visage, ça veut vraiment dire des choses complètement différentes. Ça, c'est vraiment... et alors, tu montres vraiment après, avec un travail... très précis, des acteurs de cinéma, quel profil ils montrent, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit comme relation.
Puis comme ça se passe de manière inconsciente, tout ce qui est à gauche, c'est quand même une mère tient davantage son bébé sur le bras gauche que le côté droit. Un père aussi d'ailleurs. Donc ça va aussi loin que ça. Donc la gauche, c'est vraiment soi. Et quand on va vers l'autre, par exemple, les baisers amoureux, les baisers amoureux sont donnés de bouche gauche à bouche gauche. C'est-à-dire que les amoureux avancent vers l'autre comme ça en ouvrant la partie gauche de visage. C'est complètement possible. Oui, c'est ça. Et puis, et ça, c'est une étude Nature, 300, la revue des revues, 300 couples d'amoureux s'embrassant, et on s'aperçoit que dans 85% des cas, ils s'embrassent bouche gauche à bouche gauche. C'est bien, il y a 15%. On peut s'embrasser de toutes les manières du monde. Et c'est pas... Il faut pas dire... faut s'embrasser de côté gauche à côté gauche. Mais en même temps, quand la personne s'abandonne, elle a envie d'aller vers l'autre et elle y va comme ça. Vous voyez, elle présente sa partie gauche. On voit plus l'oreille gauche. Donc, voilà. Écoute, merci infiniment. C'est vraiment tellement éclairant et passionnant à la fois de découvrir ce que tu appelles la synergologie, mais aussi de comprendre ce que ça implique sur l'être humain, sur ce que c'est la relation. Oui. Merci, c'était passionnant. C'était très, très riche en tout cas, très vivant. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez, il y a aussi un podcast, Dialogue, que vous pouvez ainsi écouter ce que je fais aussi bien sur YouTube qu'en podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est merveilleux de créer ainsi une communauté de gens qui cherchent à essayer de mieux comprendre comment être des meilleurs êtres humains. Je vous embrasse tous.